Welcome back. Thank you. I hope you enjoyed your break. Please take your seats as soon as possible. For this third... Mesdames, Messieurs, je vous invite à regagner vos places le plus rapidement possible. Pour cette dernière séance, nous allons en voir ensemble comment améliorer l'accès à des ressources extérieures pour financer des investissements, pour financer des infrastructures. La table ronde doit être modérée par Serge Allot, conseiller auprès de la CGLU. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de donner la parole à Courtney Wheeler, qui est analyste à l'OCDE, au Centre de l'entrepreneuriat CFE. Vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, merci. C'est un grand plaisir pour moi que de dresser le décor pour cette troisième table ronde. Et je vais commencer par quelques mots de contexte importants. Tout d'abord, je dirais que des investissements pour financer des infrastructures sont nécessaires pour faire face aux défis actuels et futurs, pour faire face au dérèglement climatique dans les villes. L'OCDE a estimé que 6,3 milliards milliards d'investissements annuels étaient nécessaires pour répondre aux objectifs de croissance et aux besoins. Et 3 milliards sont nécessaires de plus pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et les collectivités ont un rôle essentiel à jouer à cet effet. C'est elles, en effet, qui financent les infrastructures qui sont nécessaires et qui prennent en charge la fourniture de services. Alors, leur rôle est de plus en plus reconnu dans les instances internationales, par chance, au niveau du G20 et par de nombreux partenaires du développement. Les ministres des Finances du G20 ont approuvé la panoplie d'outils qui visent à mobiliser des ressources supplémentaires pour les collectivités territoriales. Ce sont des questions qui ont été débattues lors de la réunion du G20, sachant que les collectivités représentent 60% des investissements en infrastructures dans les pays du G20, ce qui est très loin des chiffres que l'on observe pour le monde en développement. Par ailleurs, les infrastructures ont besoin d'environnements favorables et de financement tant public que privé adaptés. Il faut de bonnes capacités institutionnelles, des mécanismes de coordination et de coopération, des marchés financiers profonds, des mécanismes d'accès au financement, en particulier pour faire face aux coûts récurrents et aux investissements. Et puis, il faut des approches différentes d'investissement, notamment sous la forme de partenariats privés-publics. Et l'Observatoire mondial nous permet de mieux comprendre les investissements. Alors, d'abord, quelques données, en commençant par les investissements publics infranationaux. Ce premier diagramme vous montre qu'en moyenne, les collectivités territoriales représentent 40% des investissements et 1,5% du PIB. Alors, ces chiffres varient de 0 dans certains pays à près de 90% des investissements et 3% du PIB dans les pays comme le Canada et le Kazakhstan, que vous voyez tout en haut au milieu de ce tableau. 60% des investissements publics totaux en infrastructures sont dus aux collectivités territoriales en moyenne. Alors, nous avons des données maintenant disponibles pour les pays pour les PMA et nous voyons que les investissements sont inférieurs à 1% du PIB, 20% des dépenses publiques pour les pays dont nous avons des données, à l'exception du Rwanda, de l'Éthiopie et du Népal. Le Népal est dans une situation particulière. Le gouvernement national étant responsable de plus de 80% des investissements dans les infrastructures pour 5,5% du PIB. En pourcentage du PIB, les investissements territoriaux varient très largement par niveau de revenu et par région. Vous voyez qu'en pourcentage du PIB, dans la région du Pacifique, vous voyez quels sont les chiffres, 0,9% pour le Proche-Orient et l'Asie occidentale contre 0,7% en Afrique. Et il y a bien évidemment dans de nombreux pays à l'inverse de l'Asie-Pacifique. Donc, il y a une grande marge de manœuvre pour augmenter ces investissements. Vous voyez quel a été le recul des investissements
liées à la Covid-19, avec quelques exceptions. La Lituanie, par exemple, une augmentation de 42% des investissements sur la base en particulier d'un plan d'accélération de développement et une augmentation des transferts également opérés par le gouvernement central. Alors là, nous vous montrons, ce sont les données pour 2020, pardon. Souvent, ces investissements, comme on le voit pas avec le Fonds de résilience européen, ces investissements sont très largement des projets d'investissement verts. Alors, financement financer les infrastructures. Là, ces statistiques donnent des informations tout à fait intéressantes sur les dépenses territoriales, dans la mesure où, dans la plupart des pays, il existe des règles. 10% de la dette publique, soit 7,9% du PIB, c'est généralement la limite. C'est une moyenne, en moyenne, la limite de l'endettement des collectivités territoriales, avec quelques exceptions près, comme le Canada encore, que l'on retrouve 80% du PIB. Et vous voyez les chiffres qu'elles sont pour les États-Unis, l'Espagne. Grande différence également entre les pays unitaires et les pays fédéraux. 6% de la dette totale contre 20% dans les pays fédéraux. Alors, comme l'a dit Lamia plus tôt aujourd'hui, cette dette varie également selon les groupes de pays, en fonction des revenus. Les pays à revenus faibles ou moyens, vous voyez quelle est la part de la part que représente la part de leurs dépenses dans la dette publique. Et on constate qu'il est possible d'améliorer, il serait possible d'améliorer la qualité de la dette grâce à des systèmes de gestion financière, grâce à des capacités institutionnelles et grâce à des cadres également de responsabilisation. Si l'on regarde la nature de ces emprunts, de cette dette, la structure de ces dettes, et on s'aperçoit que les emprunts constituent la majorité de la dette, même si certaines collectivités territoriales émettent également plutôt des obligations sur les marchés publics. En orange, la plupart des collectivités reposent sur des prêts visant à financer prêts contre dette qui permettent des titres qui permettent donc de financer ces infrastructures. L'accès au marché obligataire, bien évidemment, est une solution à ce problème. Et je pense que c'est un point qui sera évoqué. Et puis finalement, regardant la crise de Covid, nous voyons quel est l'encours total de la dette des collectivités territoriales. Elle a augmenté de 7,6% en termes réels. Vous voyez, dans le cas de tous les pays pour lesquels nous avons des données, la plupart des pays ont pris des mesures pour alléger la dette, pour les assouplir. Portugal, par exemple. D'autres pays ont établi des fonds de liquidité au niveau communal. C'était le cas aux États-Unis. Et de façon générale, le WOFI montre que les évolutions dépendent de facteurs propres au pays, c'est-à-dire la taille des pays, le niveau des collectivités, les modifications apportées aux règles d'achat, de marché public. Et je conclurai ma présentation ici. Présentation que malheureusement l'orateur n'avait pas communiquée aux interprètes, en espérant vous avoir retenu votre attention. Merci. Merci, Courtney, pour ces propos tout à fait intéressants. Et je vais maintenant donner la parole à Serge Alou de l'UCLG, qui va modérer cette table ronde. Serge, si vous voulez bien me rejoindre. Dernière table ronde, c'est pas moi qui devais l'animer. Je remplace au pied levé une collègue qui a malheureusement pas pu venir parce qu'elle avait le Covid. Elle était à Abidjan la semaine dernière, donc je lui souhaite un prompt rétablissement, Émilie Mayara. Alors je vais faire ça aussi bien que je peux. Donc, je vais appeler d'abord ici sur le plateau nos invités pour cette dernière session. Rachana, first. Yeah, please. Rachana was working with the... Rachana travaille avec la Banque de développement asiatique. Violetta Crudu
maire de la municipalité de Kruzesti en Moldavie, petit pays d'Europe. François, François Yatta, des opérations de CGLU Afrique, donc la section régionale africaine de CGLU, et un grand spécialiste des questions de financement. Flo Klukas, Councillor of... conseiller de Cheltenham, également représentant du Conseil des municipalités et régions européennes. Il s'agit de la section européenne de la CGLU. Et puis enfin, Nicolas Painvin, qui lui travaille avec Fitch Ratings. Merci beaucoup à tous d'être... Well, thank you to all panelists for being here. As was done during the previous sessions, there will be 2 rounds of questions. This is how we decided we would structure the discussions for today. So the first series of questions, the challenges that subnational governments face throughout the world to gain access to external resources. So a first series of questions concerning the challenges that these subnational governments face, and then a second series of questions focusing on recommendations, what can be done in order to improve subnational government access to external financing resources. We know that the sources of funds are quite diverse and may be mobilized through different channels by different stakeholders. Of course, we have public aid, development public aid. In the case of the developing world, there is a number of mechanisms and systems in the northern countries. And Violeta will tell us about gaining access to European funds. Then the role that development banks play, and we will hear from the Asian Development Bank, which can be one such instrument facilitating access to funds of subnational governments, and then a rating agency. We thought it would be interesting to hear from a rating agency because we seldom hear or listen to them. We do not know really what they think about improving the possibilities for subnational governments to access external sources of funds, what recommendations they can put forward for local governments. And finally, we will hear from François, who will discuss, I hope, the large-scale initiative that is being developed in Africa in order to improve local authorities' access to funding in Africa, but also in Europe. So this is, I've set the scene. And without further ado, I would like to give the floor to Violeta. Just one. No, Violeta speaks. Et je parle russe. Very good. Hein? Et russe. Et russe. Ah, mais russe encore moins. Bon, je Russe suis pas sûr better que... than English. Voilà. Ah, we will follow in English. Bon, nous allons suivre en anglais. So, Alors, Violeta, quelle est la situation actuelle en Moldavie et dans votre ville concernant les financements externes? Quels sont les défis? Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre ville pour accéder à des financements externes? Merci Serge et merci de me donner l'occasion d'être ici avec vous et de parler de mon pays, de mon petit pays.
Vous savez que la Moldavie est entre la Roumanie et l'Ukraine. Et nous avons actuellement 900 collectivités territoriales et nous avons une population de 3 millions. Mais en ce moment, on a peut-être 2 500 000 habitants. Je vais essayer de résumer la situation en 5 minutes. Je vais juste consulter mes notes. Nous avons comme source principale les fonds d'origine nationale. Jusqu'à cette année, on avait des financements pour l'efficacité énergétique et pour l'écologie, mais cette année, notre gouvernement a créé un nouveau fonds. C'est le Fonds pour le développement local et régional. Et toutes les collectivités locales ont demandé des financements pour des projets tels que les réseaux d'eau ou d'assainissement ou le réseau gazier. C'est le cas de mon village. Nous n'avons pas de financement international, à l'exception de quelques projets, petits projets financés par les ambassades. Je peux vous donner 2 exemples. Il y a l'ambassade des États-Unis, il y a le fonds de l'ambassadeur pour la conservation culturelle, ou sinon il y a l'organisme d'aide polonais qui finance les groupes de migrants et il y a un soutien technique pour l'ajustement au plan d'action. Ce sont de petits projets plutôt d'ordre culturel. Il ne s'agit pas de projets qui aient un impact sur les infrastructures des municipalités. Tous les investissements en Moldavie viennent des bailleurs de fonds. Parfois, c'est USAID, GIZ, le PNUD, les femmes, les Nations Unies Femmes. Et souvent, des municipalités telles que la mienne, nous n'avons pas la possibilité de demander un financement. Il faut créer un groupe de municipalités pour être candidat à un projet. C'est un défi parce que les bailleurs de fonds ne financent pas les petits villages, mais uniquement les grandes villes. Alors, normalement, ce sont les villes de plus grande taille qui remportent les projets et les villages et les petites villes n'ont pas de financement. Il faut savoir que les projets existants sont de petite taille. Nous avons, à titre d'exemple, un projet pour la gestion des déchets. C'est un projet financé par USAID. C'est pour un montant de 240 000 € et nous participons à un niveau de 40%. Et c'est une somme importante pour nous. C'est vraiment un financement très important pour notre municipalité et malheureusement, nous n'avons pas le budget nécessaire. Il n'y a pas de budget alloué à ces participations et puisque nous n'avons pas de financement, nous ne pouvons pas être candidats à ces projets parce que chaque candidat à un projet doit apporter sa contribution et nous aimerions que le gouvernement, que l'administration nationale nous aide. Normalement, il y a un financement de d'un petit montant, mais nous n'avons pas de financement pour de grands projets. Nous aimerions bien participer à des projets pour l'économie verte ou pour la lutte contre le changement climatique, mais malheureusement, au niveau municipal, nous sommes plutôt intéressés par les carences du système d'alimentation en eau, du système d'assainissement ou du réseau gazier. Et c'est la situation plutôt généralisée en Moldavie. Je retiens 2 choses de ce que vient de dire Violeta. La première, c'est la question des seuils. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup de municipalités, de villes intermédiaires ont besoin d'accès à des financements. Et le ticket size, comme on dit, des projets, c'est-à-dire le montant des projets, est trop faible pour intéresser des donateurs. Et ça, c'est un vrai gros problème. Et donc, comment on résout ce problème? C'est une vraie question. Donc ça c'est la question du seuil, non, de financement, des montants nécessaires
pour pouvoir avoir accès à ces finances. Puis la deuxième chose, c'est cette question bon, donc l'essentiel, j'ai compris que c'était via des subventions. Hein, il y a assez peu d'accès au marché financier, si j'ai bien compris, dans le cas de la Moldavie. Et donc la nécessité aussi de mobiliser des moyens propres, hein, en cofinancement, pour effectivement pouvoir avoir accès à ces financements. Tous les bailleurs de fonds exigent un cofinancement. Et effectivement, ces cofinancements sont difficilement mobilisables aussi de la part de petites municipalités. Rôle des États, rôle des associations de municipalités, faire que les municipalités s'associent pour pouvoir aussi mobiliser ces financements d'amorce, hein, qui sont nécessaires pour avoir accès à ces financements externes. Flo, same question. C'est la même question, mais à un point de vue plus large. En Europe, que pensez-vous des défis principaux? Quels sont les défis des villes qui cherchent à avoir accès au financement? Merci Serge, mais puis-je commencer par une question? Est-ce que je peux demander si les élus ici présents lèvent la main? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes élus, des maires ou d'autres élus? D'autres élus. C'est ce que je pensais. D'accord. La deuxième question. Bon, c'est un peu improvisé, mais ma deuxième question, c'est: avez-vous lu ce qui est marqué au mur? Parce qu'il y a quelque chose là. It says better policies for better life. Of what we are about. Des politiques meilleures pour une vie meilleure, c'est ce dont il s'agit. Parce que si on enseigne quelque chose aux élus, on apprend quelque chose soi-même et on enseigne quelque chose aux administrations publiques, au gouvernement. Alors, je vais m'exprimer en tant qu'ancienne représentante de l'Union européenne, mais également en tant que membre du Conseil des communes et des régions d'Europe. Alors, pour l'Union européenne, il fallait développer des programmes financiers qui ne devaient pas durer 1 an, 2 ans, 3 ans, même pas 5 ans, mais pour 10 ans, éventuellement 20 ans, ou pour la ville que moi je représentais, c'était un projet sur 30 ans. Et là, on voit toute la différence parce que vous pouvez vous lancer dans ce processus. Vous pouvez avoir une vie meilleure grâce à des politiques meilleures et avec de meilleures façons de faire. Et je voudrais signaler ce point, si je peux me le permettre, Serge, que j'attire l'attention au public, aux collègues européens ici présents. Merci. Merci à vous de tout ce que vous avez fait pour nous apprendre beaucoup de choses et pour nous aider à agir. Et en Moldavie, j'espère que vous aurez la même joie quand ce sera votre tour. Bon, je viens de laisser tomber toutes mes notes. Bon, je n'ai plus l'habitude. Je ne suis plus élu. Alors, je suis ici pour représenter le Conseil des communes et des régions d'Europe, le CCRE, et c'est l'association européenne inclusive la plus ancienne. Elle a été créée juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1951, si j'ai bonne mémoire. Alors, les collectivités locales et régionales de tous les pays, de 40 pays, peuvent y jouer un rôle actif. On échange des idées, on fait des choses et on veut apprendre quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, je serais ravie si vous avez la possibilité de vous joindre à nous, et je le dis au nom du CCRE, je vous demande de nous rejoindre au mois de novembre. Il y a une manifestation à Bruxelles le 10 novembre et nous allons étudier les finances locales en Europe, comment ouvrir les investissements en faveur des sociétés durables et résilientes. Et vous serez tous les bienvenus. Alors, on nous demande ce qu'il y a en Europe en ce moment, au monde, qu'est-ce qu'il y a comme défi? Alors moi, j'en vois 3. D'abord, nous avons la Covid-19 qui est toujours avec nous. Ensuite, vous avez le changement climatique, le changement
climatique ne disparaîtra pas. Et le troisième, bien sûr, c'est la guerre en Ukraine et ses répercussions à plus grande échelle. Et je vais faire preuve d'impudence, je vais rajouter un quatrième élément. C'est les gens, c'est l'impact chez les personnes, comment est-ce qu'elles pensent, comment est-ce qu'elles réagissent, à quel point est-ce que ces personnes sont désespérées quand elles ne peuvent plus nourrir leurs enfants, ne peuvent plus chauffer leur maison, ne peuvent plus se rendre au travail parce que l'essence est trop chère, il n'y a plus de bus et qu'elles s'inquiètent de leur avenir. Alors, tous ces problèmes nous impactent aujourd'hui en Europe et vont continuer à avoir un impact. Et ensemble, ces quatre éléments constituent une vraie menace existentielle à nos populations locales, à nos pays et même à notre planète. Il est impossible de nier cette réalité. Ces situations difficiles ont provoqué une chute importante de possibilités d'investissement et même d'emplois. Par exemple, au Royaume-Uni, il manque 750 000 travailleurs à cause de l'impact de la pandémie. C'est très simple. Ce sont des personnes qui ne sont plus en mesure de travailler. L'impact est énorme et je suis sûre que ces répercussions vont se reproduire à travers l'Europe. Nous allons nous retrouver face à cette pénurie de main-d'œuvre. Au mois de novembre, le CCRE publiera une étude et on verra que dans les pays membres du CCRE, les collectivités territoriales n'avaient que 4% du PIB. C'est 4 centimes par euro. C'était la limite. Mais pensez à ce qu'on nous demande de faire en tant que collectivité locale et régionale. Les investissements déjà engagés sont tels que les entités déjà créées ne pourront plus être entretenues parce que les financements ne sont pas là. Alors, il faut vraiment en tenir compte en passant au cours des mois à venir. Alors, les besoins en investissement sont maintenant reconnus par l'Union européenne et par les gouvernements nationaux. Et il faudrait qu'il y ait vraiment une réaction à cette situation. Mais le problème, c'est qu'en créant ces programmes plutôt formidables, on n'a pas fait participer les collectivités locales et régionales. Alors, on n'a pas demandé qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez que ce soit autrement? Comment est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que vous pourrez faire fonctionner ces systèmes? Est-ce que vous pourrez obtenir toutes les informations qu'il nous faut au niveau national? Alors là, vous avez vraiment un impact sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et là, l'Union européenne doit se pencher sur ces questions et bien sûr, les autorités nationales doivent se pencher là-dessus aussi. Nos économies, nos pays, nos populations locales, ce sont tous des acteurs interdépendants. Et je crois que la plus belle illustration de ce phénomène, c'est le changement climatique. Nous avons besoin d'investir dans des infrastructures vives, dans des infrastructures numériques et technologiques. Et heureusement, on a reconnu la nécessité de le faire au niveau local et régional. Mais il faut agir rapidement. Nous ne pouvons pas rester en discussion dans des salles de conférence indéfiniment. Il faut agir et il faut agir maintenant. Et la raison est simple. A flood. C'est parce qu'une inondation ne s'arrête pas à une frontière. La pandémie ne s'arrête pas à une frontière. Ces éléments qui ont une telle influence sur nous aujourd'hui, par exemple la guerre en Ukraine, ne s'arrête pas à la frontière, et vous le savez très bien en Moldavie. Alors, tous ces éléments doivent être abordés, étudiés et réglés, ce qui veut dire des actions au niveau supérieur, mais cela veut dire également qu'il faut nous parler au niveau local pour que nous puissions faire en sorte que les choses se fassent de manière plus efficace et telle que nous voudrions qu'elles se fassent. Bon, j'ai évoqué la guerre en Ukraine. For Ukrainians. L'effet, bien sûr, pour les citoyens ukrainiens est dévastateur. Leur pays, leurs maisons ne sont plus en sécurité. Les familles sont déchirées. Les Ukrainiens sont les victimes. Les
les victimes d'une nouvelle façon de faire la guerre. Ce sont les personnes qui sont devenues les armes et les cibles. Cela ne devrait pas être toléré, mais les répercussions sont énormes, et non seulement chez les Ukrainiens, mais ailleurs, dans les pays limitrophes. On voit les collectivités locales et régionales sont également sur la ligne de front. C'est votre cas en Moldavie. Vous êtes là sur la ligne de front, vous vous occupez des réfugiés, vous cherchez à les protéger. Maintenant, nous avons la question de la sécurité énergétique et de la sécurité alimentaire qui sont menacées. Le coût de vie a un effet dévastateur, et nous le voyons dans nos villages, dans nos villes, dans nos régions. Alors, à notre niveau infranational, nous sommes conscients des pressions qui sont venues avec ces problèmes. Nous savons à quel point il est difficile de réunir les financements afin de nourrir les populations. La situation est extrêmement difficile. Et ce que je voudrais dire, Serge, c'est que, bon, on a déjà évoqué les chiffres. Je ne vais pas passer en revue ces chiffres, mais les collectivités territoriales sont de gros investisseurs dans les infrastructures. Et là, on a la possibilité de faire des changements qui auront vraiment un impact sur la vie des citoyens ordinaires. Mais il faut ces interactions avec les niveaux de gouvernement national et international. Des investissements à long terme créent des communautés, créent des activités commerciales, créent des économies et créent la croissance. Et nous avons besoin d'avoir des services et des entités de manière inclusive. Nous connaissons le problème, nous en parlons depuis ce matin. Nous avons besoin de plus d'investissements. Alors, on va étudier le problème, on va prendre des expériences des uns et des autres et nous allons prendre la solution. Voilà ce que nous essayons de faire ici. Merci Flo, merci de vos réflexions. Maintenant, on passe à François. Pardon, l'Afrique va concentrer une croissance urbaine considérable les prochaines années. Il y a grand besoin d'investissement. Quels sont les problèmes, les défis auxquels sont confrontées les collectivités africaines aujourd'hui pour avoir accès à ces financements absolument nécessaires? François. Merci Serge et merci de nous avoir invités à cette importante activité. Alors, pour avoir accès à des ressources extérieures, il faut d'abord avoir une bonne base de ressources financières. Et en Afrique, nous avons deux bases de ressources financières. La première base, c'est les transferts qui viennent de l'État au niveau des collectivités territoriales. Ils pêchent ces transferts-là. Ils pêchent parce que, tout simplement, à l'intérieur des sphères publiques en Afrique, on n'a pas encore intégré une véritable subsidiarité. Je m'explique, vous prenez n'importe quel pays, vous avez des collectivités qui construisent des écoles, des ministères qui construisent des écoles et d'autres organismes publics qui construisent des écoles. Nous avons fait des évaluations dans quelques pays, prenons par exemple la Côte d'Ivoire qui est à côté. Eh bien, l'ensemble des transferts financiers aux collectivités territoriales, quand on les juge à l'aune des textes de la décentralisation, ne pèsent que 20% de ce qu'ils devaient être. Donc ça veut dire qu'on donne 5 fois moins de ressources aux collectivités territoriales pour mettre en place les compétences transférées. Le deuxième aspect, c'est la fiscalité. Alors l'Afrique a ce paradoxe-là de baser sa fiscalité locale sur de la fiscalité directe, donc difficile à collecter, alors que la fiscalité de l'État est principalement indirecte. Alors du coup, cela veut dire qu'on donne au niveau institutionnel le plus faible les ressources les plus difficiles à collecter. Donc ça pose énormément de problèmes en termes d'instrumentalisation de la fiscalité publique. Tout à l'heure, nous avons vu des exemples sur le foncier, des problèmes de cadastre, des problèmes d'évaluation.
Donc, toutes ces questions-là font que le rendement de la fiscalité devient très faible. Et il faut mettre tout ça au regard de la situation de l'Afrique, Serge, parce que je pense qu'il faut bien préciser et bien comparer les contextes. L'Afrique, quand on prend toutes les projections en 2100, l'Afrique va devenir le principal foyer humain du monde, c'est-à-dire la moitié de la population du monde sera en Afrique. Vous avez des taux de natalité aujourd'hui de 35 pour 1000. Pour vous donner un exemple, le pays européen le plus, on dirait, actif en matière de natalité, c'est 13 pour 1000, c'est la France. Donc nous, on est dans les 35 pour 1000. Donc cette importance de la population sert, je dirais, de carburant à l'urbanisation. Vous avez donc une urbanisation qui va de plus en plus se renforcer. En termes d'ampleur, on estime qu'à l'horizon 2050, c'est l'équivalent de la population totale de l'Europe des 25 qui va venir s'ajouter aux villes africaines. Donc c'est énorme. Et en termes de vitesse, juste pour vous donner une idée, Paris est passé de 500 000 habitants à 1 million d'habitants en un siècle. Nous avons des grandes villes africaines qui le font en 20 ans. Donc ces données-là font que la question de l'investissement au niveau de nos collectivités locales devient cruciale et centrale. Et l'accès à des ressources extérieures devient vital si on veut vraiment mettre en œuvre ces compétences-là. Alors, un mot sur le Covid. Le Covid aussi s'est traduit en Afrique par la baisse des ressources, aussi bien des ressources fiscales que des transferts de l'État. L'investissement a baissé. Nous avons fait une publication il y a quelques mois sur la base d'un modèle qui a été donc publié et qui donne effectivement les ordres de grandeur, non seulement par région d'Afrique, mais par taille de collectivité territoriale. Mais pour nous, je pense que le plus important en termes de leçons à tirer du Covid, c'est deux choses. La première des choses, c'est d'abord qu'il faut faire attention que le Covid ne se traduise par la centralisation des politiques publiques, parce qu'on voit que toutes les initiatives des institutions internationales en appui à la question du Covid en Afrique, en fait, se traduit par le financement de l'État central sur des compétences qui ont été transférées aux collectivités territoriales depuis des décennies. Donc, pour nous, c'est vraiment une véritable crainte. Le deuxième, c'est le rôle des transferts financiers. C'est très important. Nous avons vu tout à l'heure dans les exemples qu'il y a des pays où, avec le Covid, la somme des transferts financiers de l'État ont augmenté. Alors c'est ça qui manque en Afrique, c'est-à-dire avoir un système de transfert financier contracyclique. C'est-à-dire que quand on est dans une période de choc économique, pouvoir transférer un peu plus d'argent aux collectivités territoriales pour leur permettre d'amortir ces chocs économiques. Et puis, en temps d'embellie économique, donner des transferts financiers tout à fait normaux, parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de collectivités territoriales se sont retrouvées avec des chutes de 50 à 60% de leur budget, ce qui est, je dirais, une atteinte grave en termes d'égalité et d'équité des citoyens sur un territoire national en termes d'accès aux services publics. Merci. On a un paysage assez complet des contraintes auxquelles sont confrontées les collectivités aujourd'hui en Afrique. I will move to a development bank. Je vais passer maintenant à la Banque de développement, la Banque asiatique de développement. Alors, vous soutenez les collectivités territoriales, mais à votre avis, quels sont les obstacles auxquels sont confrontées les collectivités territoriales qui les empêchent d'avoir ces financements externes? Merci, je suis ravie d'être là. Alors, la Banque asiatique de développement aide les collectivités territoriales, bien qu'on aide aussi au niveau national. Mais ce que nous avons vu au niveau infranational, qu'il y a des questions à plusieurs aspects qui sont souvent interdépendants. On ne peut pas dire tel pays a tel pays,
tel problème, telle collectivité territoriale a tel problème. Non, on a souvent des problèmes interdépendants et il faut les aborder de manière holistique, de manière intégrée. On ne peut pas traiter ces problèmes de manière ponctuelle. Et comme Courtney nous l'a montré en présentant le contexte à cette table ronde, il est intéressant de voir que ces problèmes sont similaires. Bon, peut-être pour les collectivités territoriales en Europe, vous avez des similitudes, mais dans la région Asie-Pacifique, on a ces problèmes de capacité institutionnelle. C'est vraiment le problème principal parce que la plupart de ces collectivités ont des capacités institutionnelles médiocres, que ce soit pour les ressources humaines, pour les systèmes ou les processus. Il y a une efficacité opérationnelle défaillante. Et il y a bien sûr des répercussions sur les revenus, mais les revenus sont importants pour le financement parce que pour trouver des sources de financement pour rembourser des crédits, il faut qu'il y ait des sources de financement solides. Il faut des revenus solides et souvent ces administrations ont des sources de financement très faibles. Et puisque leurs revenus propres sont faibles, ces administrations dépendent beaucoup ces collectivités dépendent beaucoup des transferts des autorités nationales. Et parfois, il n'y a pas la motivation pour des raisons politiques. Il n'y a pas la motivation nécessaire. On ne cherche pas forcément à lever des fonds. On ne pense pas que ce soit une activité sérieuse. On a l'impression que certaines collectivités territoriales n'exploitent pas les possibilités existent pour lever des fonds parce qu'on ne voit pas forcément les liens entre les financements et les résultats. Certaines collectivités ont des systèmes financés par le gouvernement central où on a des dotations liées à la performance et on a des classements. Ensuite, vous avez le cadre budgétaire et le cadre réglementaire et nous avons vu toute la question de la fiscalité. Parfois, vous n'avez pas le cadre fiscal ou réglementaire adapté au territoire. Et il faut qu'il y ait une fiabilité au niveau territorial pour que les collectivités puissent avoir les crédits, les financements nécessaires. Il faut cette base des revenus pour avoir les références nécessaires. Bon, et je reviens à la question des capacités institutionnelles et on l'a vu avec l'autre table ronde aussi. Vous avez toute la planification, l'élaboration du budget et la gestion des ressources et ce sont des compétences plutôt faibles. On voit que la planification est plutôt improvisée, il n'y a pas d'approche systématique. Et comme le docteur Bernardi l'a dit, on n'a pas de lien au budget. Il y a cette approche disparate et les collectivités locales et régionales n'ont pas la cohérence nécessaire. C'est pour cela que les financeurs externes ne donneraient pas la confiance et les financements nécessaires. Il y a beaucoup de collectivités territoriales qui ont des limites de délégation et n'ont pas la possibilité de conclure des crédits. Et en Asie-Pacifique, bon, je n'ai pas les données, mais on voit que pour certaines collectivités, il est impossible de conclure un contrat de crédit. Ce n'est pas uniquement une question de cadre fiscal, mais vous n'avez pas les capacités institutionnelles et vous n'avez pas la base de revenus très solide. Donc, les marchés financiers aussi peuvent poser problème. Dans les grandes villes, on a peut-être accès à ces marchés financiers, mais les petites collectivités n'ont pas toujours le même accès privilégié. Donc, à mon avis, il faut vraiment regarder cette question d'une façon multifactorielle. On ne peut pas séparer les aspects différents, par exemple la solvabilité,
ou d'autres aspects. Tout est lié. Merci beaucoup. Vous avez vraiment tout dit. Effectivement, tout est lié. Vous avez tout à fait raison, à mon avis. Je passe à Nicolas. Je ne sais pas si vous préférez parler anglais ou français. Donc, Nicolas Pinvin. Notation. Vous observez aussi les collectivités locales et leur volonté d'avoir accès au marché. Quelles sont les contraintes que vous identifiez pour ces collectivités et pour qu'elles aient effectivement un meilleur accès à ces marchés financiers? Thank you. If you don't mind, Serge, I will take the first question. Alors, merci beaucoup, Serge. Donc, je vais répondre à la première question en anglais et puis je vais répondre à la deuxième question en anglais parce que je remarque que la moitié des personnes dans la salle sont anglophones, l'autre moitié est francophone. Donc, je pense ici en France, nous sommes pour l'égalité. Donc, la première contrainte serait le remboursement des prêts. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'accès. Cela peut sembler évident, mais je pense qu'il serait plus simple pour moi de faire une synthèse de ce qui a été dit plutôt que de fournir les arguments. Donc, il y a 4 catégories de contraintes. Premièrement, le gouvernement central peut imposer des restrictions à l'accès. Je dirais que la plupart des gouvernements dans les pays développés peuvent avoir accès à des financements, mais même dans les pays développés, parfois cet accès est plus ou moins limité. Par exemple, nous avons parlé du Chili. Ici, il est difficile pour les gouvernements infranationaux d'avoir accès au financement. En Chine, les régions peuvent avoir accès, mais les gouvernements locaux ne peuvent pas avoir accès. Et puis, dans d'autres pays, les gouvernements centraux ont imposé des restrictions. Donc, je dirais vraiment que la première contrainte vient de ces gouvernements nationaux, centraux. Et je dirais que c'est justement parce que ces gouvernements n'ont pas confiance en les collectivités territoriales. Ensuite, deuxième contrainte, parfois, il n'y a pas de restriction, mais de facto, il est difficile d'avoir accès au crédit. Donc, parfois, c'est parce que ceux qui vont emprunter l'argent veulent des garanties. Voilà, des garanties de plusieurs sortes. On va y revenir. La troisième catégorie, c'est quand il y a des financements disponibles, mais ces financements ne sont pas considérés comme étant économiquement viables. Et donc, cela crée également une situation dans laquelle, de facto, l'accès est restreint. Nous avons vu ça en Turquie. Il y a une banque financée ou menée, gérée par le gouvernement, qui donc fournit les financements. Et quatrièmement, parfois, il y a des financements, mais ces financements sont liés à des risques, plusieurs types de risques. Donc, je pense à un système en Chine qui est là pour éviter les contraintes imposées par le gouvernement central. Et cette méthode fonctionne, mais il y a moins de contrôle. Donc, il y a des risques implicites à ce système. Et le gouvernement appelle ça des dettes cachées. Ensuite, la Turquie, je parle ici des grandes villes, il peut y avoir accès au marché financier, mais en général, on emprunte en dollars. Et on ne prend pas en compte les risques liés au taux d'échange. Donc, cela, pour nous, est assez problématique, même si, bien sûr, il y a un système pour essayer de gérer ce risque. Ensuite, je parlerai des Pays-Bas qui a eu recours à des taux flottants. Et cela peut être problématique à l'avenir. Et ici en France, sans doute vous vous en souvenez, il y a 10 ans, beaucoup de gouvernements infranationaux en France ont été surpris
à cause de ce qu'on appelait les emprunts toxiques. Il y avait des accords qui n'étaient pas économiquement viables. Donc, 4 catégories de risques. Donc, pour y revenir, les 2 premières catégories sont liées à des problèmes de confiance en les gouvernements infranationaux. Parce que bien sûr que les crédits sont très liés à la confiance. On n'accorde pas de crédit si on n'a pas confiance. Et cela est lié, bien sûr, au système de contrôle, à la répartition des responsabilités, à la cohérence du système. Donc, je pense qu'il faut à la fois regarder la résilience du système et le système qui est en place pour s'assurer que ce système soit souple. Ensuite, les risques dans la 4e catégorie et la 5e catégorie. Ici, nous parlons d'un autre défi. Et ici, nous parlons non seulement des gouvernements infranationaux, mais également du secteur privé. Et cela va en quelque sorte au-delà de notre discussion d'aujourd'hui. Mais je pense que les gouvernements locaux et les fonctionnaires, les politiciens peuvent être formés pour pouvoir mieux comprendre ces marges de manœuvre et les solutions possibles. Oui, merci beaucoup. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit économiquement viable. Que voulez-vous dire? Pour qui? Je parlais des gouvernements locaux, des collectivités territoriales. Donc, je regarde je pense aux autres solutions de financement. Et je dis que par rapport à ces solutions, les choix qui ont été effectués n'étaient pas suffisamment concurrentiels, n'étaient pas suffisamment efficaces. D'accord, merci beaucoup. Donc, deuxième tour de questions. Parce que nous avons assez peu de temps. Je vais commencer par François. Donc, on a eu un exposé, je crois, complet de l'ensemble des contraintes auxquelles étaient confrontées les collectivités. Les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet accès? Et qu'est-ce que fait très précisément une association de collectivités? Parce que c'est intéressant aussi de voir le rôle des associations de collectivités pour faciliter cet accès au financement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et quel est le rôle d'une association dans ce jeu-là? Merci beaucoup, Serge. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est travailler sur l'environnement institutionnel au niveau national. CGLUIA, peut-être que certains ne connaissent pas l'institution, c'est l'Organisation panafricaine des collectivités territoriales basée à Rabat, qui a 2 objectifs, promouvoir les processus de décentralisation en Afrique et appuyer les collectivités territoriales. Alors, sur l'environnement institutionnel, nous faisons une publication triannuelle à l'occasion des Africités. Africités, c'est le sommet des collectivités territoriales, la décentralisation du développement local, tous les 3 ans que nous organisons. Donc, à l'occasion de ce sommet, nous faisons la publication de ce que nous avons appelé, avec Cities Alliance, le City Enabling Environment Rating. Donc, nous notons les pays sur la marge de manœuvre institutionnelle qui est offerte aux collectivités territoriales. Et cette notation se fait sur 12 critères à 4 niveaux pour chacun des critères et nous donnons des notes. Alors, ce n'est pas facile de donner des notes au pays, des notes officielles, parce que, comme vous imaginez, les premières restitutions étaient très dures pour nous, parce que il y a des ministres qui ont vraiment gueulé en disant « mais comment vous osez ?» etc. Mais ce qui est bien, c'est que après s'être énervé, on nous pose toujours la question « alors comment on fait pour que la prochaine fois notre note soit meilleure ?» Alors on leur dit « écoutez, c'est très bien. Nous avons fait des propositions de réforme pour donner un peu plus de marge de manœuvre aux collectivités territoriales dans tel sens et tel sens. Et si vous faites ces réformes-là, évidemment, votre note
va s'améliorer la prochaine fois. Donc, premier chantier, Serge. Le deuxième chantier, nous sommes en train d'avancer concrètement. Qu'est-ce que j'appelle concrètement? Nous travaillons à la mise en place d'un véhicule financier qui va faire le lien entre les collectivités territoriales et le marché financier pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez, la première raison en Afrique, c'est que, comme vous l'avez vu, hein, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, l'urbanisation sera en grande partie portée par des villes moyennes. C'est là que ça se passe. Quand on regarde toutes les projections sur les 50 prochaines années, 3 nouveaux urbains sur 4 ira dans ces villes intermédiaires. Donc ces villes intermédiaires ne sont pas aussi riches que les grandes villes. Elles veulent accéder au marché financier, mais elles ont 2 types de problèmes. Le premier problème, c'est un problème de seuil, parce que vous ne partez pas sur le marché financier pour chercher 10 millions de francs CFA. Vous partez pour chercher 1 million de dollars ou plus. Et malheureusement, vous avez beaucoup de villes intermédiaires dont la capacité d'endettement n'est pas à ce niveau-là. Elles peuvent faire des choses intéressantes avec moins que ça, mais encore faut-il qu'elles accèdent. Donc, première contrainte levée. La deuxième contrainte de ce pooling system, c'est un peu la mutualisation des coûts. Aller sur le marché financier, ça coûte. Donc ça coûte, et quand on va ensemble, on a plus de chances effectivement d'avoir des coûts unitaires qui sont bas. Le troisième avantage, c'est que dans ce système de pooling, vous avez des villes, des grandes villes qui ont l'habitude d'aller sur le marché financier, qui ont un bon rating. Et donc cela fait que le véhicule financier a, je dirais, une crédibilité financière supérieure à la moyenne de ses membres. Donc l'idée, c'est de travailler sur ce véhicule financier. Et enfin, le dernier avantage qu'on a, c'est de s'adosser à une institution régionale comme la Banque africaine de développement ou Afreximbank, qui permet d'opérer au-delà des législations nationales et donc de permettre à toutes les collectivités territoriales qui ont la capacité d'emprunter et de rembourser. Alors, tout à l'heure au déjeuner, quelqu'un m'a dit donc c'est un club de collectivités riches. J'ai dit non. C'est un club de collectivités qui sont capables d'emprunter et de rembourser. Et ça ce n'est pas la mer à boire. Normalement, toutes les collectivités devraient dégager ce qu'on appelle une épargne nette qui est capable de permettre d'être utilisée comme un levier pour mobiliser de l'argent sur le marché financier. Vous savez, souvent, intuitivement, on dit les villes africaines ne peuvent pas. Parce qu'on a une image essentiellement de l'information financière. Parce que l'information financière n'est pas accessible. On n'a aucune idée des comptes financiers d'une ville en Afrique. Et en la matière, quand on veut accéder au marché financier, l'absence d'information financière est plus dommageable qu'avoir une information financière qui montre que votre capacité d'endettement n'est pas terrible. Donc quand vous n'en avez pas, eh bien, on vous classe encore pire que si vous avez une information financière qui montre une capacité d'endettement faible. Donc ça, c'est vraiment des choses pour nous qui sont importantes. Donc sensibiliser nos membres sur l'importance non seulement de mobiliser des ressources, de rationaliser les dépenses et enfin d'améliorer la qualité de la dépense pour permettre effectivement d'avoir une épargne qui découle de la gestion annuelle et qui peut être utilisée pour lever des financements. Je vous donne juste un exemple. Le dernier, François. Oui. Juste dans les pays de l'UMOA, pour vous montrer cette capacité, nous avons pris les collectivités territoriales des pays de l'UMOA. Nous avons considéré la moitié de l'épargne nette comme annuité de remboursement de la dette et on s'est retrouvé à 1 milliard d'euros. Donc ça veut dire que si dans une région très tourmentée, je dirais très pauvre comme l'Afrique de l'Ouest, les capacités des collectivités territoriales en termes d'accès au marché financier ou d'accès à l'endettement peut être appréciable. Je pense que sur tout le reste de l'Afrique, nous sommes en train de faire des évaluations, en tout cas, pour crédibiliser cet instrument
et faire en sorte qu'on puisse faire le premier levé de fonds en 2024. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Merci François. Flo, it's your go. So in the context of these interrelated crises that you mentioned. Alors, vous avez parlé des crises liées. Quelles sont pour vous les initiatives possibles pour essayer d'améliorer la situation et améliorer les financements? Alors, premièrement, le CCRE aimerait que la Banque européenne d'investissement agisse d'une façon pour donner accès aux gouvernements infrarégionaux. On voudrait que les collectivités puissent demander des financements à la banque. Je pense qu'effectivement, comme il a été dit tout à l'heure par François, il peut être difficile pour les villes, les collectivités territoriales d'avoir accès au marché financier. Alors, ce que nous avons proposé, c'est de demander aux banques régionales et locales d'émettre des obligations. Par exemple, disons que vous avez en tête un projet, mais vous ne pouvez pas avoir accès à des financements privés pour les raisons qui ont été mentionnées. Vous pourrez utiliser les actifs que vous avez pour pouvoir emprunter à travers des obligations. Donc, les personnes, les acteurs pourraient acheter des obligations pour pouvoir investir dans ce projet. Donc, les personnes qui investissent auraient des revenus sur 10, peut-être au bout de 10, 15 ans. Nous avons vu un tel projet au Royaume-Uni, dans ma ville, Cheltenham. Nous avons pu investir dans des projets qui ont été effectués dans d'autres collectivités territoriales et nous allons nous faire rembourser plus ou moins rapidement, au bout de 6 mois, au bout de 5 ans. Donc, ce type d'initiative se mène déjà et je pense que c'est quelque chose de très positif. Alors, d'autres opportunités sont liées à la capacité de changer notre façon d'envisager les investissements. Et pour ce faire, il faut sensibiliser les acteurs. Il faut les faire comprendre qu'en investissant dans les collectivités territoriales, on fait beaucoup pour changer notre pays au niveau national. Par exemple, ma ville a une population de 115 000 personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes socio-économique. Alors, c'est une ville qui est connue pour ses événements annuels, des festivals et d'autres attractions pour les touristes. Il y a également des courses hippiques dans ma ville et donc nous attirons beaucoup de touristes. Mais malheureusement, beaucoup de ces touristes achètent de la drogue à Cheltenham. Beaucoup de ces touristes viennent de la grande ville Birmingham qui a une mauvaise réputation pour la drogue. Et donc, nous avons beaucoup de problèmes liés à cela. Et donc, nous avons décidé que nous voulions faire quelque chose. Donc, il y a 5 ans, nous avons compris qu'il était très difficile de mobiliser les fonds dont nous avions besoin. Donc, nous avons décidé de devenir un conseil commercial. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous avons acheté des biens immobiliers que nous louons. Et grâce à cela, nous avons pu attirer des revenus. D'ailleurs, à Cheltenham, il y a beaucoup de revenus liés aux impôts et ces revenus, pour la plupart, sont payés à temps, sont réglés à temps. Donc, cela peut sembler surprenant. Mais à Cheltenham, nous avons créé un centre numérique pour gérer le logement. Nous avons pu créer beaucoup de nouveaux logements qui seront loués à des personnes qui sont dans des situations socio-économiques difficiles. Donc, c'est socialement très positif. Cela va également créer
de l'emploi, créer des opportunités pour les entrepreneurs. Nous aurons également, grâce à ce projet, de la nouvelle infrastructure pour les loisirs et pour les activités sociales de type divers. Et cela va donc vraiment améliorer l'économie de notre ville. Et nous avons créé d'ailleurs 10 000 nouveaux logements grâce à ce projet. Et nous avons été reconnus comme étant le conseil local commercial le plus réussi de ces dernières années. Et nous avons pu améliorer notre portefeuille d'actifs de 2 millions de livres sterling. Donc, notre profil a vraiment c'est vraiment amélioré d'une façon significative. Pourquoi? Parce que nous avons investi dans les populations. Alors, pourquoi j'ai posé tout à l'heure la question de qui est élu, qui est un élu dans cette salle? Alors, j'ai posé cette question parce que je suis moi-même une élue. Je suis ce qu'on pourrait appeler une maire ou une vice-maire. Mais dans ma ville, nous avons un accord parmi tous les partis politiques et tout le monde peut s'exprimer concernant ce projet. Les fonctionnaires ont également cette possibilité. Donc, tout le monde s'exprime. Et grâce à cela, nous avons beaucoup de conseils. Nous sommes également conseillés par une entreprise d'investissement privé et nous élaborons un rapport qui est ensuite voté par le gouvernement local. Grâce à tout ce travail, nous avons pu investir d'une façon assez surprenante. C'était vraiment quelque chose d'innovateur au Royaume-Uni. Donc, grâce à cela, nous avons pu renforcer la résilience et grâce aux revenus résultant de ce projet, nous avons pu aider des personnes qui avaient besoin d'aide. Nous avons pu aider les mères, les familles démunies à avoir une vie meilleure. Donc, ce n'est pas un projet facile, mais mon exemple montre que c'est possible. Et, mesdames, messieurs, si vous voulez étudier nos documents, si vous voulez avoir plus d'informations sur nos stratégies, n'hésitez pas à nous contacter, même à venir à Cheltenham pour nous rendre visite. Vous êtes tous les bienvenus. Je pense que c'est vraiment un exemple. Nous pouvons tirer les leçons de ce projet. Oui, tout à fait. Et votre projet a également renforcé la capacité fiscale au niveau local, n'est-ce pas? Tout à fait, parce que maintenant, 98% de nos impôts locaux sont payés à échéance. Et aussi, nous avons vraiment donné la possibilité à tout le monde de s'exprimer s'il y a des problèmes. Je parle de la population locale. Nous avons vraiment donné cette possibilité de nous consulter et de s'exprimer. Alors, je me tourne maintenant à Rachana. À votre avis, quel pourrait être l'appui fourni par les banques de développement afin de faciliter cet accès des gouvernements locaux au financement externe? Alors, nous avons fourni beaucoup de soutien financier différents. Nous avons accordé des crédits à des provinces, par exemple à la province de Shandong en Chine. L'idée, c'était de mettre en place un fonds vert. Et ce projet est très intéressant. Nous pilotons ce projet. Nous essayons de mobiliser le secteur privé pour qu'il contribue à ce fonds. L'idée, c'est de créer des infrastructures vertes. Nous essayons également de créer des organisations intermédiaires qui peuvent aider à attirer des financements. Nous essayons surtout à aider les pays en développement pour renforcer les stratégies fiscales et pour renforcer les bases de revenus.
Mais il y a d'autres types d'appuis aussi. Par exemple, nous avons un projet pour les villes en Asie. C'est un projet conjoint qui étudie les sources potentielles de financement. Donc, nous avons vraiment des projets divers. Il y a des dotations, des crédits. Et It's a new initiative, but it has quite a bigger impact in terms of. il y a des initiatives aussi qui essaient de fournir de l'appui à toute la région. Alors, une question. Est-ce que vous êtes un médiateur pour donner accès à d'autres sources de financement? Effectivement, nous faisons ça. C'est une partie de notre activité, mais c'est une petite partie de notre activité. C'est un travail assez indirect. Disons plutôt que nous sommes là pour faciliter. Nous essayons, par exemple, de mettre en place des fonds intermédiaires qui peuvent soutenir les gouvernements infranationaux. Il peut être difficile de fournir des garanties. Donc, nous essayons vraiment de faciliter d'une façon assez indirecte l'accès au financement. Qu'est-ce que pourraient faire les collectivités pour avoir un meilleur accès, de votre point de vue, hein, toujours agence de notation? Alors, on s'interdit de donner des conseils, mais pas de faire part de nos observations. Non, on se l'interdit pour des raisons réglementaires. Oui. Mais en revanche, je peux faire part de mes observations après 25 ans à peu près de pratique sur ce secteur. Et pour moi, il y a un mot-clé qui garantit la solidité du dispositif d'emprunt des collectivités, c'est la subsidiarité. Alors, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans ce domaine, mais au fond, je vais m'expliquer, je pense que c'est très important. La subsidiarité, j'entends par là l'adéquation entre le niveau auquel est levé l'emprunt et celui d'où viennent les fonds. C'est-à-dire que ce soit fait par un emprunt bancaire ou un emprunt obligataire ou une autre forme de financement, ce qui compte, c'est qu'il y ait une relation et la bonne échelle. De mon point de vue, lorsqu'une petite collectivité émet des titres obligataires en espérant attirer des capitaux de l'autre bout du monde, il y a des chances que ça ne se passe pas très bien, pour des raisons variées qu'on peut discuter. En revanche, attirer l'épargne locale, on le voit dans les systèmes qui marchent bien. Je pense au Schuldschein allemand avec les caisses d'épargne. Je pense aux prêts bancaires dans la plupart des pays que l'on connaît, mais aussi à des titres obligataires dans les pays où il y a un financement désintermédié, États-Unis, Australie, Canada. Tout ça, évidemment, a un lien avec la manière dont l'épargne est structurée, dont les retraites sont gérées. C'est un système en entier qu'il faut éventuellement repenser. Je sais bien que c'est au-delà de notre sujet aujourd'hui. Hein. On ne peut pas à la fois refonder l'entièreté du système financier et s'intéresser à des caractéristiques purement de gouvernements locaux. Sur ce point-là, évidemment, on arrive à la deuxième condition qui est l'écho de ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une capacité de remboursement. C'est bien beau d'avoir l'épargne, il faut encore, après, être capable de la retourner. Et là, beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas revenir sur la qualité du cadre juridique, institutionnel, et ainsi de suite, mais évidemment, c'est de ça qu'il s'agit. Et évidemment, je reviendrai sur le fait qu'une grosse partie de l'effort doit être faite au niveau de la gouvernance, de l'éducation des différents acteurs. Mais pour être plus pratique, je peux vous donner un certain nombre d'exemples d'initiatives qui permettent de mettre un peu d'huile dans les rouages. Je pense qu'au-delà du fait que l'État et les collectivités doivent essayer de rendre solvables les emprunteurs à travers donc, toutes ces mesures macro, on a un certain nombre presque d'astuces qui peuvent aider. Au Mexique, les gouvernements locaux, y compris les États, étaient confrontés à
l'impossibilité d'emprunter sur les marchés. Là, c'était moins l'État fédéral qui les bloquait que les prêteurs qui ne voulaient pas en entendre parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté une structure avec une sorte de fiducie, enfin de trust, qui leur permet de garantir aux prêteurs le remboursement via la séquestration des transferts fédéraux. C'est une sorte de sanctuarisation d'une ressource de niveau assez fiable qui a permis d'accéder aux fonds assez larges. On trouve des initiatives comme celle que François-Paul a mentionnée dans plein de pays, des agences de la dette avec ou sans solidarité entre les emprunteurs. C'est très fréquent dans le nord de l'Europe. Ça existe aussi en Suisse, en France, avec plus ou moins de succès et plus ou moins de parts de marché. Mais ce sont des choses qui existent. Au-delà, évidemment, des banques de développement qui jouent un rôle, notamment lorsque les conditions que j'ai évoquées au début ne peuvent pas être réunies. Ils sont évidemment extrêmement bienvenus quand on ne peut pas faire autrement, et c'est le cas dans beaucoup de pays. Mais pour revenir donc là où c'est possible, mais que ça ne marche pas forcément très bien, on peut aussi voir des cas où les banques centrales ajoutent une forme de sécurité au dispositif. Je pense au Canada, qui, notamment pendant la crise du Covid, mais ça a été vrai avant, ou lors d'épisodes plus individuels, peut assurer la liquidité du marché obligataire, notamment de court terme, pour que les provinces, en l'occurrence, ne soient pas incapables de rembourser leurs dettes. C'est vrai aussi en Australie. Finalement, il n'y a guère qu'aux États-Unis où il y a très très peu de dispositifs de soutien, mais il y en a. On entend souvent dire qu'il n'y en a pas. C'est faux. Les États peuvent venir en aide aux municipalités. Il y a des dispositifs fédéraux de temps en temps. Enfin bref. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent l'améliorer. Le cas extrême de cette solidarité, c'est l'Allemagne. Entre lenders, solidarité constitutionnelle avec plein de dispositifs techniques qui gèrent la liquidité, en plus des aspects vraiment constitutionnels. Et au niveau municipal, chaque land assure une forme de solidarité peut-être un peu moins puissante, mais assez puissante aussi. Donc un certain nombre d'outils, alors je les donne en vrac, j'aurais pu les structurer un petit peu plus, mais qui permettent de rendre vivable cette interaction qui, j'en reviens à ma première intervention, n'est vraiment viable que lorsqu'on a cette belle adéquation entre la ressource et l'emprunteur. Merci. Violetta, the last words for you. Violetta, la dernière réponse en ce qui vous concerne, très rapidement bien sûr. Alors, à votre avis, à votre niveau, que convient-il de faire? Alors, je voulais dire qu'en Moldavie, les collectivités locales ne peuvent pas avoir accès au crédit bancaire. Donc, nous avons besoin de réformes réelles sur le plan administratif, institutionnel. Il faut que les autorités locales soient consultées avant la mise en œuvre de telles réformes, parce que nul ne connaît la situation de la Moldavie aussi bien que nous-mêmes. Nous avons besoin de formation pour les agents afin qu'ils sachent conduire et gérer des projets européens, en particulier aujourd'hui, puisque la Moldavie est devenue candidat à l'Union européenne et nous avons besoin de plus de possibilités élargies de participation à des projets européens. En ce qui concerne le projet de l'ambassade, par exemple, nous avons des systèmes, des formulaires très compliqués en anglais. Et parfois, je me pose la question. Je me demande pourquoi, en Moldavie, dois-je présenter ma candidature en anglais? Parce que c'est moi, dans ma mairie, dans ma municipalité, c'est moi qui remplis la demande parce que c'est moi qui connais le projet ou qui sait comment présenter une demande de projet. Lorsque les ambassades ont des employés, généralement, ils connaissent bien le roumain. Il est possible de traduire le roumain en anglais, mais nous avons ce problème linguistique. Nous avons besoin également d'un véritable dialogue institutionnel entre les autorités locales et le gouvernement central. Le pouvoir central, malheureusement, nous fait peu de cas.
what we want. Alors aujourd'hui, heureusement, nous savons mieux ce que nous voulons. Et parfois, les agents de l'État central disent que les maires peuvent toujours les contacter si les maires ont besoin de quelque chose. Mais cela n'est pas juste et ce n'est certainement pas la meilleure façon d'envisager les choses. En fait, l'État central devrait convoquer tous les membres du CARL. Il s'agit d'un congrès ou d'une fédération de collectivités locales en Moldavie. C'est l'État qui devrait inviter les membres de cette confédération au lieu de convoquer les maires individuellement. Oh, j'ai une centaine de numéros de téléphone dans mon répertoire. Oui, mais effectivement, mais nous, les collectivités locales, nous sommes au nombre de 900. À la question de la solidarité également, il est important de relever les rémunérations pour attirer de nouveaux talents, des jeunes salariés, pour conserver également, pour retenir les agents compétents, parce que le secteur privé est beaucoup plus attractif. En Moldavie, le niveau des salaires est extrêmement bas et il est très difficile de recruter des jeunes dans les municipalités. La Moldavie étant un État candidat aujourd'hui, notre législation doit donc être adaptée. Et à mon sens, le gouvernement doit veiller à l'achèvement des projets. Nous avons un projet de traitement des déchets par des eaux usées, par exemple, financé par le gouvernement, qui n'a pas encore été mené à bien. Le problème étant que le gouvernement a affecté un petit montant, 1 million de lei, à de très nombreuses municipalités. C'était une décision politique, bien évidemment. Cet argent a été réparti et le projet, malheureusement, n'a jamais été finalisé parce que 1 million pour un projet global, dont le coût global s'élève à 15 ou 20 ou 30, 50 000 lei, eh bien, 1 million par mairie, par municipalité, ce n'était pas suffisant. Alors, ce qui est très important également, c'est d'apprendre par l'action s'agissant de gestion de projets. Donc, des besoins importants en matière de formation. Et puis, bien évidemment, tout cela doit être fait de façon transparente, hein, avec un engagement plein et entier du gouvernement central qui doit instaurer un dialogue et nous consulter sur des projets clairement définis. Merci.